en tant que président des Républicains, le soir de la dissolution voulue par le président de la République, j'ai considéré que le moment était venu de casser ces codes, de couper le cordon sanitaire, d'abattre le mur du front républicain. Éric Ciotti, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le fauteuil rouge de Frontières. Nous sommes ravis de vous recevoir pour cet entretien à l'occasion de ce livre que vous sortez, Je ne regrette rien. L'heure est venue de dire pourquoi, aux éditions Fayard. C'est sorti aujourd'hui. On va pouvoir revenir dessus dans le cadre de cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'ancien président des Républicains, vous avez fondé l'UDR, et puis vous avez beaucoup fait parler de vous en juin dernier lors des législatives dans lesquelles vous avez franchi le Rubicon, vous avez osé en tant que président des LR, avoir une alliance avec le Rassemblement national, et c'était ça qui avait fait basculer l'actualité et ces élections législatives. Peut-être première question, Éric Ciotti, revenir sur ce titre. Qu'est-ce que vous ne regrettez pas ? Je ne regrette pas cette alliance. Nous avons, avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen, accompli un geste historique, celui de la réunification, je dirais, du rassemblement de tous les électeurs qui, depuis des années, partagent l'essentiel des convictions, des valeurs, et qui se voyaient artificiellement séparés. Donc j'ai voulu cette union des droites, en tant que président des Républicains, le soir de la dissolution voulue par le président de la République, j'ai considéré que le moment était venu de casser ces codes, de couper le cordon sanitaire, d'abattre le mur du front républicain pour dire on s'unit, on se rassemble. Le pays, la patrie est en danger sous les assauts du macronisme et du socialisme qui l'abîme depuis tant d'années. On a une opportunité historique, on partage l'essentiel des valeurs, même s'il y a des différences, et j'y reviendrai, mais on s'unit. Je ne regrette pas d'avoir répondu à cette attente forte des électeurs de droite qui, à Nice, dans les rues de ma circonscription, dans les villages de mon canton, ou partout en France où j'ai tenu des réunions, à de multiples reprises me tiraient par la manche en me disant mais pourquoi vous ne vous alliez pas ? La gauche est unie, la gauche est rassemblée avec Mélenchon, malgré Mélenchon. Et la droite, la plus bête du monde, ne peut pas s'allier, s'unir. Je l'ai entendu des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois dans mon parcours politique. Et cette question, elle m'a taraudé longtemps. Et j'avoue que j'ai été moi-même prisonnier de ce système, parce que il fallait une forme de courage, d'audace pour casser ces codes dans lesquels on était tellement enfermés. Et je me suis dit, au moment où on a eu l'annonce de la dissolution, le moment est venu. Le moment est venu d'abattre ce mur, le moment est venu de donner sa chance à la droite, le moment est venu de tout donner pour avoir une alternative crédible qui puisse redresser un pays qui est engagé dans un déclin qui, si nous continuons sur la même pente, sera fatal pour la France. Bien, c'est ça que je ne regrette pas, d'avoir fait cette alliance. Alors, je décris dans ce livre ces moments. Je rappelle aussi ceux qui s'y sont fortement opposés, qui nous ont empêchés quelque part d'aller jusqu'au bout de cette démarche en gagnant les élections législatives. Ceux qui ont préféré l'alliance avec Macron au premier tour et l'alliance avec Mélenchon au second, plutôt qu'une alliance à droite. Ceux-là, je crois qu'ils méritent à tout jamais un carton rouge, parce qu'ils ont abîmé le pays. Mais non, je regrette rien et je suis enthousiaste parce que cette décision, elle est porteuse d'avenir et elle va préparer l'avenir. Alors, ce livre, on l'a dévoré dans la rédaction de Frontières, il est vraiment très intéressant. Vous décrivez effectivement une culture presque de la loose à droite, finalement, voilà, cette droite qui perd, dont beaucoup d'électeurs et de militants en avaient marre de la voir perdre. Vous revenez sur les raisons aussi de cette défaite et sur des
des personnes qui ont animé cette droite. On pense par exemple à Jacques Chirac, qui n'a peut-être pas su s'extraire de ce piège mitterrandien que vous décrivez également. Qu'est-ce que, par exemple, en quoi Jacques Chirac incarnerait peut-être ces trahisons et ce que vous dites lorsque vous exprimez que lorsque la droite est au pouvoir, finalement, elle applique tout sauf une politique de droite? Jacques Chirac, d'abord, pour moi, c'est le leader du RPR, initialement. Jeune, j'étais militant RPR. J'ai adhéré au RPR à 16 ans. Le RPR, c'était un grand parti populaire qui parlait à tous les Français sans tabou, à droite. Donc j'ai soutenu, j'ai suivi Jacques Chirac. Il a peut-être motivé mon engagement. Je suis issu d'une famille gaulliste et c'était naturel pour moi d'adhérer au RPR. Et puis, il y a eu l'élection de 95. Là, déjà, je m'étais éloigné et j'avais rejoint Édouard Balladur. J'ai fait campagne dans l'état-major d'Édouard Balladur, qui, pour moi, est un grand serviteur de l'État. Il a été secrétaire général de l'Élysée sous Georges Pompidou. Il a travaillé avec le général de Gaulle. Ça a été un extraordinaire ministre de l'économie en 86, un très bon Premier ministre en 93. Donc pour moi, j'avais fait ce choix en 95. Donc j'ai été naturellement déçu par la défaite de peu d'Édouard Balladur, qui aurait, j'en suis convaincu, profondément réformé le pays. Mais voilà, Jacques Chirac a été élu. D'abord, il a été élu sur une campagne qui déjà empruntait les codes de la gauche, la fracture sociale. La thématique de cette campagne, elle était à gauche. Et quelque part, il est élu face à Édouard Balladur par l'apport de quelques points venus de la gauche. Ensuite, il y a finalement il y a une accumulation de déceptions dans ce premier septennat. D'abord, il est fauché en plein vol par la dissolution voulue par le grand stratège Villepin, qui a porté cette dissolution, qu'il avait imaginée, ce qui lui avait valu d'ailleurs que Bernadette Chirac, qui était totalement hostile à cette dissolution, qualifie de Villepin de Néron. Quand on voit aujourd'hui le soutien que les insoumis lui apportent, c'était pas totalement malvenu dans la qualification, mais ce septennat et je dirais le quinquennat qui s'ensuit nourrissent beaucoup de déceptions. Je mets à part la politique internationale où Jacques Chirac a bien représenté la France à l'international. Notre pays avait à l'époque une crédibilité. Il l'avait sur le continent africain, il l'avait en Europe, il l'avait dans les pays arabes. Il a porté une voix forte de la France dans le monde, fidèle à une politique gaullienne. C'est le point positif que je vois de la période Chirac. Pour le reste, en matière de politique intérieure, on n'a pas effectué les grandes réformes, on n'a pas corrigé la faute socialiste de la retraite à 60 ans, on n'a pas corrigé la folie des 35 heures, on n'a pas arrêté l'immigration de masse, mis en œuvre le droit du sang, par exemple. On n'a pas mis en place une politique de sécurité puissante pour endiguer le délabrement de nos quartiers devenus zones de non-droit. Donc oui, cette double période chiracienne, elle est décevante. Et Jacques Chirac est élu le 21 avril 2002, enfin au premier tour, ensuite le second tour le conduit face à Jean-Marie Le Pen, et on a l'impression que comme il est élu aussi par une énorme mobilisation à gauche face à Jean-Marie Le Pen, il donne en permanence des gages à cet électorat. Et pour moi, c'est à la fin la droite qui a honte d'être de droite et la droite qui rêve d'être adoubée par la gauche. Par ce petit pari mondain, médiatique, qui donne des labels de bien-pensance, qui définit la frontière entre le camp du bien et le camp du mal. Et donc, Jacques Chirac a cédé quelque part à ces codes. Alors, c'est une personnalité qui reste attachante, éminemment sympathique, mais il faut faire avec lucidité le bilan de cette période. Et ce n'est pas une période où la France a progressé.
C'est vrai que Jacques Chirac, donc effectivement, avait parlé de la fracture sociale, mais pourtant, quand on voit, si on fait un fil, qu'on continue les autres présidents, Nicolas Sarkozy, lui, il avait vraiment eu une campagne basée sur la droite. On se souvient de meetings où vraiment les militants de droite avaient vraiment un enthousiasme que parfois on a reconnu chez Zemmour peut-être dans une campagne en 2022. C'était vraiment cette droite qui s'assumait et finalement, lui aussi, il a déçu Nicolas Sarkozy. Lui aussi a fait pencher par exemple sur les questions de la dette, sur les questions de l'immigration. Lui aussi a déçu son propre électorat, pourtant dans une campagne tout à fait à droite. Je partage grandement votre analyse et j'y reviens dans ce livre. Moi, mon parcours d'élu, il s'associe à celui de Nicolas Sarkozy. Je suis élu député dans ce moment extraordinaire qui avait soulevé un immense enthousiasme dans le pays. L'élection de Nicolas Sarkozy en mai 2007, une élection à droite, avec un score extraordinaire, une mobilisation, participation très forte. C'était le tour de la gauche de gagner, parce qu'il y avait eu cette double élection de Jacques Chirac. On pensait qu'il y aurait une alternance. Et c'est Nicolas Sarkozy qui, face à Ségolène Royal, gagne. Il gagne pourquoi? Parce qu'il fait une campagne très à droite. Il soulève une immense espérance dans le pays. On est fiers d'être de droite. Moi, je suis militant de cette campagne en même temps que je suis candidat aux élections législatives. Je me rappelle le soir de la victoire, la joie. On pensait que tout était permis. Il y avait un programme puissant, fort. Donc, une immense espérance. Le rassemblement Front National, à l'époque, de Jean-Marie Le Pen, fait un score très faible au premier tour parce que le peuple de droite, celui qui avait déserté nos rangs sous la politique et sous le règne de Jacques Chirac, au profit du FN, notamment sur les questions d'immigration, d'islamisme, de sécurité, revient vers Nicolas Sarkozy. Il a été un bon ministre de l'Intérieur et il donne un espoir, l'espoir du sursaut français. Et là, immédiatement, quelques heures après sa nomination, quelques jours, quand il nomme le gouvernement, on s'en aperçoit pas dans l'instant, mais la suite nous éclairera, c'est un peu la douche froide avec l'ouverture. Au lieu élu à droite, grâce notamment aux voix de ceux qui habituellement allaient vers le Front National, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre à gauche et il fait rentrer les ministres socialistes. Kouchner, Hirsch, Fadela Amara, Jean-Pierre Jouyet, Éric Besson, Jean-Marie Bockel. Donc il y a ces ministres socialistes et on ne comprend pas. C'est la phrase de Patrick Devedjian qui dit « il faut que l'ouverture aille jusqu'aux sarkozystes », mais on ne comprend pas pourquoi. Il y a une explication, c'est que lui aussi, Nicolas Sarkozy, quelque part, avait cette envie ou cette frustration que la gauche l'aime, que la gauche lui donne ce label, ce tampon, dire « Ah mais il a quitté le camp du mal, il est désormais dans le camp du bien ». Et cette ouverture, dès le début, elle traduit qu'on n'est pas sur la bonne route. Et naturellement, ce qui devait arriver se produit. 2012, c'est la défaite. Les électeurs du RN retrouvent leur électorat, leur candidat naturel, et quittent Nicolas Sarkozy et ne vont pas vers lui intégralement au second tour. On perd. Voilà, donc l'espérance de 2007, elle est déçue. Il y a eu, je dirais, une bonne politique économique, même s'il y a des erreurs. Je pense à l'imposition sur les plus-values, je pense à l'augmentation de la dette, mais la période était difficile. Vous êtes sévère sur la police. Mais je pense là où Nicolas Sarkozy perd, c'est parce qu'il déçoit sur la sécurité, sur l'immigration. Je fais partie de ceux... Il y a souvent eu un débat pour savoir pourquoi Nicolas Sarkozy avait perdu. Alors, on a eu tous les droits, tous les commentaires, il est allé trop à droite, c'est la ligne Buisson, les derniers jours de la campagne. Mais au contraire, moi, je suis convaincu que c'est parce qu'il n'est pas allé suffisamment à droite dans son action et dans son projet qu'il a perdu. Il perd pas beaucoup au second tour, qui plus est face à François Hollande. Mais
Je pense que justement, il n'a pas assez suivi cette ligne droite, et c'est ce qui lui fait défaut au dernier moment. Parler de Patrick Buisson, là, qui avait conseillé effectivement Nicolas Sarkozy. Ce qu'on aimerait peut-être là, c'est que vous nous retranscriviez un petit peu ce qu'on a pu lire dans les lignes de ce livre, c'est-à-dire ce moment où vous vous dites finalement, je vais faire cette alliance, peut-être avec le Rassemblement national au moment des législatives, peut-être comment ça se passe dans votre tête, comment ça se passe avec Marine Le Pen, les échanges, comment ça s'est passé? Pour moi, je suis sur le plateau de TF1 le soir des élections européennes. On avait déjà les premières tendances depuis la fin de l'après-midi. Notre candidat, celui de LR, qui était un bon candidat, François-Xavier Bellamy, malgré son talent, sa force de conviction, réalise un score d'un peu plus de 7%. C'est beaucoup mieux que le calamiteux résultat de Valérie Pécresse, qui nous avait emportés par le bas et qui nous a failli nous faire disparaître. J'ai pris la présidence de LR après cette déroute, donc c'était difficile à remonter quand même. 4,7 pour le parti du général de Gaulle, c'est pas une défaite, c'est une humiliation. Donc je suis devant ce résultat des européennes, qui n'est ni bien ni mal pour les Républicains. C'est beaucoup mieux que Pécresse, mais avec 7, on est cinquième le soir de ces élections, donc c'est pas non plus un immense triomphe. Donc et puis là, il y a la rumeur qui monte d'une possible dissolution. Je suis sur le plateau de TF1, je reçois, avant de rentrer sur le plateau, un appel du président du Sénat, Gérard Larcher, qui m'informe que le président de la République vient de le consulter dans le cadre constitutionnel avant la dissolution. Donc la rumeur se transforme en réalité. Et pour moi, ça devient, je sais qu'on va aller aux élections législatives, et il y a une évidence. Une évidence à la fois de mécanique électorale et de conviction. Et c'est la conjonction des deux éléments qui me conduisent à faire ce choix. La mécanique électorale, dans un scrutin majoritaire à 2 tours, quand on fait 7%, on n'est pas au second tour. Tout seul, on n'est pas au second tour. Ça veut dire qu'obligatoirement, il faut une alliance. Et là, il y a deux orientations possibles. Soit on s'allie avec la Macronie, soit on s'allie avec le Rassemblement national. Ou alors on y va tout seul. Si on y va tout seul, on est balayé. À part quelques circonscriptions, mais ça veut dire 5-6 élus. Et là, rentrent en jeu mes convictions, mes valeurs. J'ai vu l'évolution du Rassemblement national, mais même avant son évolution. J'ai en mémoire ce que disait Charles Pasqua, je le redis dans le livre, 88 à valeur actuelle. Nous avons les mêmes valeurs qu'avec le Front National. Nous avons des mêmes valeurs. Bien sûr, on aime la France, on aime son histoire, on veut de la sécurité, on veut protéger les Français, on est pour la grandeur du pays, on refuse de se soumettre à un fédéralisme européen. Donc on a ce socle commun. J'ai vu le Front National, mais surtout le Rassemblement national, évoluer aussi sous la conduite de Marine Le Pen, qui n'a pas hésité à exclure son père, quand même. C'est un acte très fort. Je vois comment les députés RN se comportent dans l'hémicycle avec beaucoup de dignité, de respect de l'institution. Donc pour moi, ces deux éléments, 1, il faut une alliance électorale. 2, avec qui on l'a fait? Avec ceux dont je suis le plus proche. J'évacue immédiatement l'alliance avec la Macronie, parce que la Macronie, c'est un pouvoir qui nous a conduits à la défaite et au déclin. C'est l'échec du pays. Et donc, là-dessus, pour moi, le choix est évident. Et c'est à cet instant, dans ces minutes, que je décide dans ma tête. Je réponds d'ailleurs très clairement à Gérald Darmanin, qui est sur le plateau de TF1, je le rappelle dans mon livre, qui, dans les premières secondes, nous joue la flûte habituelle, il faut se rassembler contre le RN. Jordan Bardella venait de faire un score magnifique aux élections européennes, donc le RN était très largement favori, et Darmanin nous joue
la énième symphonie du Front républicain, ce baratin usé jusqu'à la corde qu'on a entendu chaque fois que les médiocres voulaient se sauver. Bon, il joue ça et très clairement, je lui dis, ça sera sans moi. Et à partir de là, il est d'évidence qu'il faut s'allier, qu'il faut faire ce lien entre les droites, quelles que soient nos différences. Et il y en a aujourd'hui. Moi, je ne suis pas Rassemblement National, je ne viens pas du Rassemblement National, du Front National, on a une histoire différente. Je viens de la famille gaulliste, on a des différences sur l'économie, sur les retraites. D'ailleurs, on a eu des votes différents à l'Assemblée nationale, mais ce qui nous réunit, ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble est tellement supérieur à ce qui nous sépare ou nous divise ou nous distingue que si on veut l'intérêt supérieur du pays, si on veut qu'il y ait une véritable politique de droite, pour moi, c'est quoi la droite? C'est l'ordre dans la rue, l'ordre dans les comptes, c'est l'autorité restaurée, c'est l'identité protégée, c'est la liberté préservée, promue plutôt, puisqu'aujourd'hui, la liberté économique, elle a été beaucoup abîmée par ceux qui nous gouvernent. Donc, c'est une évidence, ce choix. Et là, on a, bien sûr, à partir de là, dans ces séquences, ceux qui se lèvent contre moi, Madame Pécresse qui retrousse ses manches pour ressortir de son hibernation politique, Laurent Wauquiez qu'on n'avait plus vu depuis des années, qui vient tenir une conférence de presse, Monsieur Bertrand, avec ses propos d'une insincérité totale, qui veut porter le drapeau contre l'alliance dangereuse, voilà, tout ça fait partie de ce personnel politique usé jusqu'à la corde, qui voit bien le danger. Si on gagne, ils disparaissent. Et donc, ils veulent se maintenir. Et là, ils usent toutes les vieilles ficelles pour se maintenir. Eux, ils choisissent de s'allier avec Emmanuel Macron. Donc, au premier tour, les candidats sortants LR sont quasiment tous investis, soutenus par la Macronie. Et au second tour, comble de l'abomination, il y a les retraits réciproques avec le nouveau Front populaire, sous la domination de M. Mélenchon. Donc ils choisissent l'alliance avec Macron au premier tour, l'alliance avec Mélenchon au second. Et cette alliance des contraires, finalement, elle nous empêche de gagner. Et elle aboutit à la coalition qui sème le chaos à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui est sortie des urnes. Ceux qui étaient ensemble au second tour, de Mélenchon à Wauquiez. C'est ça. Ils étaient ensemble sur la même coalition au second tour des législatives. Aujourd'hui, ils jouent les différences, les outrances, ils dénoncent les outrances de LFI, ils demandent des commissions d'enquête, mais ça gênait pas Laurent Wauquiez d'avoir le désistement du candidat du nouveau Front populaire, ou la secrétaire générale de LR, Madame Genevard, de recevoir un communiqué de soutien de LFI. Ça gênait pas M. Bertrand d'appeler à voter communiste, le parti de Pol Pot quand même, et de Staline. Voilà, donc on a tout vécu, quoi. Mais je dirais que j'imaginais pas quand même que des gens avec qui j'avais milité, dont je connaissais les faiblesses, les failles, pourraient s'allier avec M. Mélenchon pour faire battre le camp national, pour faire battre la droite, pour empêcher la vraie alternance. C'est ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils n'ont fait que retarder cette grande alternance que veulent les Français à droite pour mettre en œuvre ces idées de redressement. Mais ils portent une lourde responsabilité dans ce qui se produit aujourd'hui. Et on le paye au prix fort, plus de dépenses publiques, plus d'impôts, plus de violence et plus d'immigration. C'est vrai que dans ce livre, on voit bien tous les petits calculs qui existent au sein aujourd'hui des Républicains. Vous montrez bien aussi la tectonique des plaques des militants qui finalement étaient déjà pour l'Union des droites depuis longtemps, en fait en contradiction avec ce que voulait la tête. Ma question c'est, est-ce que si, dès lors, il y avait une nouvelle législative anticipée ou non, est-ce que pour vous, il y aurait encore des personnes au sein des LR qui auraient ce courage que vous avez eu, où la situation est aujourd'hui bloquée ? Je crois que ceux qui sont ici en responsabilité,
ils avaient l'occasion de faire ce choix, ils ne l'ont pas fait. Ceux qui n'ont pas fait hier, je ne vois pas pourquoi ils le feraient demain. Voilà. Donc je crois que dans ceux qui aujourd'hui sont à la tête de cet appareil, il n'y a pas le courage de la rupture avec la Macronie. N'oublions pas qu'ils sont aujourd'hui au gouvernement, dans le gouvernement de François Bayrou, nommé par Emmanuel Macron, que M. Macron leur donne des leçons, les tense, les critiques, qui leur impose l'humiliation algérienne. Je parle notamment de Bruno Retailleau. Donc non, je ne crois pas qu'il y aura ce courage, mais il ne faut jamais désespérer. Mais ce qu'ils n'ont pas fait hier, je ne vois pas pourquoi ils le feraient demain. Il y a eu un acteur clé tout de même, cette question de l'union des droites, ça a quand même été Éric Zemmour. Éric Zemmour, il en a beaucoup parlé en 2022, il en a fait le thème de sa campagne. J'aimerais avoir votre analyse peut-être de ce qu'a été ce phénomène de Éric Zemmour, de cette envie d'électorat qui, je trouve, ressemble un petit peu à l'électorat qui a voté pour Sarkozy en 2007. Oui. Finalement, ce sont les mêmes qui étaient là pour Éric Zemmour. Pourquoi est-ce que finalement ça a échoué ? Parce que sa démarche, elle est apparue comme incohérente. Parce que, bien sûr qu'il y a une aspiration à l'union des droites puissante dans le pays et dans l'électorat de droite. Mais cette union des droites, elle ne peut se faire qu'avec la force qui est aujourd'hui dominante à droite, c'est le Rassemblement national. Dire et prétendre vouloir faire l'union des droites et en même temps faire de sa cible privilégiée Marine Le Pen, c'était incohérent. On ne pouvait pas prôner l'union et en même temps avoir des gestes de désunion. C'est ce que les électeurs, d'ailleurs, n'ont pas accepté, n'ont pas compris. Et au final, l'espérance qu'avait soulevée Éric Zemmour, elle s'est effondrée parce que les électeurs y ont vu une forme d'incohérence. C'est ça qui n'a pas marché. Voilà, l'union, elle doit être sincère, elle n'est pas tactique. On ne peut pas exclure quelqu'un spontanément de l'union. Soir et matin, Éric Zemmour passait son temps à fustiger, à attaquer, à caricaturer pour s'en distinguer et pour lui prendre un électorat, Marine Le Pen. Ça ne pouvait pas fonctionner parce qu'il n'y avait pas de sincérité derrière cette union. Et vous savez, les électeurs, ils sont toujours guidés par le bon sens. Et ça, ils l'ont ressenti. Alors, il y a une ville où on parle de droite, c'est bien la ville de Nice, que vous connaissez parfaitement, qui a aussi sa place dans ce livre. J'aimerais peut-être avoir, votre ressenti, votre avis déjà, même peut-être quelques anecdotes sur ce qui a été la bataille de la droite pour cette ville, en quoi cette ville incarne peut-être ou non la désunion des droites, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui l'abriguent. Comment est-ce que vous analysez la situation à Nice, finalement ? D'abord, Nice, c'est ma ville de naissance, c'est la ville de mes racines, c'est la ville de ma famille, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait mes études, de la maternelle jusqu'à la faculté. C'est ma ville d'élection. J'ai été élu 5 fois député de Nice, dans la circonscription du cœur de Nice, du vieux Nice. Là où bat le cœur et où résonne l'âme niçoise. Et cette ville m'a tout donné. Elle m'a donné sa confiance, quelles que soient les circonstances. J'ai battu des socialistes, j'ai battu des macronistes, j'ai battu des estrosistes. Macronistes et estrosistes, c'est pareil d'ailleurs, parce que M. Estrosi est le petit Macron local. Et il conduit la même politique. La dette, la dépense, l'insécurité, le mépris, l'arrogance, le bling-bling, la communication, voilà. On creuse des trous, puis on fait semblant de gérer les problèmes, on s'agite, on brasse du vent, c'est un ventilateur, quoi. Bon, mais rien de... ce sont les mêmes. Donc j'ai gagné face à
à ces oppositions, les 2 dernières élections législatives, il y avait des moyens colossaux pour me faire battre. Toute la mairie a été mobilisée, des moyens, on a même fait, entre les 2 tours d'une élection législative en 2022, la mairie a organisé un championnat de boules avec 500 000 € de subventions pour me faire battre, où mon candidat allait jeter le bout de chien, vous savez, c'est la petite boule là, dont on doit se rapprocher, le bout de chien c'est niçois, il était là, bon... Je prends cet exemple, mais on a mégoté sur rien pour m'abattre. J'ai toujours gagné grâce à la confiance des Niçois. Et ça, c'est pour moi le bien le plus précieux. Je dis dans ce livre, on m'a attaqué, on m'a caricaturé, on a raconté n'importe quoi, que j'étais enfermé dans le bureau à LR, tout ça a été une fable. Mais moi, j'ai toujours dit, il n'y a que des électeurs à qui je dois des comptes. Et ce sont les Niçois, parce que ce sont d'eux que je tiens ma légitimité. C'est eux qui m'ont donné, qui m'ont permis d'être là où je suis, d'être député, de les représenter, de parler en leur nom. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les Niçois, pendant des années? Mais unissez-vous, on est de droite, on veut le changement, il y en a marre, il y a trop de violence, il y a trop d'insécurité. Mais la droite, c'est la plus bête du monde, la gauche est alliée, et vous n'êtes pas alliés. Je l'ai entendu régional de 98, je l'ai entendu à maintes reprises. Et ce message, voilà, même si je ne l'ai pas écouté de suite, je l'ai entendu. Et à ce moment décisif, c'est celui qui a résonné en moi. C'est cette alarme qui a sonné, de dire, voilà, le moment est venu d'écouter ceux qui t'ont tout donné. Nice, c'est ça. Nice, c'est une ville chaleureuse, c'est une ville charnelle, c'est une ville où on se parle, où on dit la vérité, c'est une ville qui supporte plus le déclin français, c'est une ville qui souffre de la violence, c'est une ville frontière qui souffre de l'immigration massive. Il y a beaucoup d'étrangers à Nice qui ont nourri aussi une insécurité, une violence qui est très forte. On a été une ville martyrisée, 3 attentats islamistes. Celui du 14 juillet 2016, avec des moments, et j'y reviens dans le livre, des cris, des vues qui seront à jamais gravés dans ma mémoire, parce qu'ils étaient d'une violence inouïe. C'est l'attentat dans la basilique Notre-Dame, où 3 chrétiens ont été quasiment décapités par un clandestin venu de Tunisie quelques heures auparavant, symbole du laxisme migratoire. Nice est une ville martyre, c'est une ville qui a subi l'islamisme, c'est une ville qui a vu le plus de départs vers le djihad en Syrie, en Irak, dans les années 2011 à 2013. Donc il y a ces failles, il y a ce traumatisme, ces cicatrices. Et naturellement, Nice a forgé, a façonné ce que je suis, ces épreuves, mais aussi cette confiance des Niçois. Et c'est ça qui me guide aujourd'hui dans ce chemin d'alliance. On parle là d'union, de désunion des droites. Ce qui est intéressant, c'est vous plongez également dans ce qu'a été l'affaire Fillon, sa campagne. Finalement, on voit que là, cette droite complexée, sous le poids médiatique finalement, et le poids aussi de la justice qui a tout pesé pendant une campagne. Qu'est-ce que vous pouvez, avoir comme bilan de ce qu'a été le courage finalement de la droite à ce moment-là, ou alors la lâcheté? Il y a eu beaucoup de lâcheté. Il y a eu le courage de François Fillon, qui est un homme d'État, et le fait que certains aient voulu abattre François Fillon, nous le payons très cher, puisque nous avons eu et nous aurons 10 ans de macronisme. C'est terrifiant, avec un bilan terrifiant. François Fillon a été courageux, c'est un homme d'État, il avait un formidable programme, mais on a eu tellement de lâcheté autour de lui. S'il n'y avait pas eu ces colonnes vertébrales souples, ceux qui ont trahi, Monsieur Le Maire, Bruno Le Maire, Darmanin, Estrosi, Thierry Solaire, tous ceux qui sont partis en cours de campagne, qui ont migré vers la Macronie, beaucoup de jupéistes d'ailleurs, aussi Édouard Philippe, et qui ont négocié dans les coulisses, on imagine dans les arrière-cuisines, quelquefois cachés sous une couverture d'un
d'une voiture de la banquette arrière comme Édouard Philippe pour pas qu'on le voie, et qui aujourd'hui viennent nous donner des leçons, quoi. Si tout le monde était resté uni, François Fillon aurait été au second tour et il aurait été élu face à Emmanuel Macron. La réalité, elle est là. Donc j'en veux aussi beaucoup à ceux qui à l'époque nous ont trahis et ont été les artisans de la destruction française avec l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a quelque chose aussi sur lequel il faut le dire, généralement, vous êtes courageux sur une thématique, c'est l'économie. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est très, 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 très politique et pas facile de parler de questions sociales liées aux questions économiques. L'UDR fait beaucoup de travail sur ces questions-là, notamment la question du libéralisme, qui est peut-être devenu une insulte ou un gros mot presque à certains égards aujourd'hui, qui remplace peut-être le mot fascisme pour certains. Qu'est-ce que ça dit, par exemple ? François Fillon, en 2017, il a fait aussi campagne sur ces questions-là, sur la dépense sociale. Il parlait même de la sécurité sociale, toutes ces questions-là que finalement on voit peu aborder dans l'échiquier politique. Qu'est-ce que l'UDR, justement, avance sur l'échiquier politique ? L'UDR a 2 marqueurs. Son ADN, l'alliance. Nous sommes le parti qui a voulu l'alliance à droite et qui l'a faite. On n'en a pas fait qu'en parler. On l'a faite avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen. Donc on est le parti de l'alliance. Une alliance dans l'indépendance. Et notre deuxième chromosome dans cette spirale d'ADN, c'est la liberté économique. La liberté économique est au cœur du projet de l'UDR. Il y a 3 piliers, l'autorité, l'identité, la liberté. Autorité, identité, on a une vision identique, totalement commune avec le RN. La liberté, c'est ce qui fait notre indépendance, c'est ce qui fait notre spécificité. Moi, je crois à la liberté économique. Je suis un adepte du soutien à l'entreprise. Je considère que seule l'entreprise crée de la richesse et crée de l'emploi. Ce n'est pas l'État qui crée de la richesse et de l'emploi. On a besoin d'un État qui occupe sa place, sa mission, notamment de protection des Français. On a un État qui, au plan économique, peut avoir une stratégie de long terme. Et c'est important, notamment sur les questions d'énergie nucléaire, d'industrialisation, de grands programmes, Airbus, le spatial. Mais ce qui compte d'abord, c'est l'entreprise, c'est l'entrepreneur, c'est la liberté d'entreprendre. Et c'est ce qui nous fait aujourd'hui cruellement défaut. C'est quelque part la faillite du modèle français. Donc oui, l'UDR s'est beaucoup investi pour porter, avec nos députés, ce message de liberté économique. Et l'UDR a moins d'1 an. Hein. Nous sommes nés le 31 août dans mon département, dans les Alpes-Maritimes. Depuis, on a fait un travail d'idées gigantesques pour un parti qui n'est pas le premier parti de France. On a fait, aujourd'hui, on a posé des marqueurs essentiels sur la réforme de l'État, sur la réforme territoriale, plus que 2 échelons. Tout le monde en parle, on l'a fait, tout est articulé là, entre la province et la commune. La réforme de l'État, c'est la suppression d'un tiers des normes, de 50% des normes, c'est la suppression d'un tiers des agences qui ne servent à rien, plus que 10 ministères, des coupes drastiques dans les dépenses publiques inutiles et stériles, notamment c'est la volonté de porter ce message, c'était notre 2e forum de baisse des prélèvements obligatoires, au service du salaire et de la compétitivité. On a un problème de pouvoir d'achat. Il faut qu'on ait des salaires plus élevés, des impôts plus faibles et des charges plus faibles. Donc c'est l'UDR qui a porté ce projet. Nous venons de le faire la semaine dernière avec l'épargne retraite. La capitalisation, moi j'aime pas trop ce mot. L'épargne retraite. Chaque Français peut et doit être amené à épargner aussi individuellement pour sa retraite, au-delà du système par répartition qu'on maintiendrait. Mais on a cette capitalisation qui a fait le succès de tous les pays qui ont fait ce choix et qui nous auraient exonérés de la plupart des problèmes. Avec la capitalisation, l'épargne retraite, on n'aurait quasiment pas de dette aujourd'hui. Parce que la dette, elle vient essentiellement, enfin en tout cas pour une grande part,
de nos déséquilibres des régimes de retraite. Un déséquilibre que certains économistes, comme Jean-Pascal Beaufret, ont évalué à 80 milliards d'euros. Donc, nous avons fait ce grand plan. Un grand plan qu'on peut résumer en chiffres, au-delà des mesures individuelles. Mesures individuelles, c'est la hausse du salaire pour le pouvoir d'achat. C'est la baisse des impôts de production pour la compétitivité. C'est la baisse des impôts de transmission pour la justice, parce que je veux plus d'impôts sur les successions. Je veux moins qu'on taxe les donations, moins qu'on taxe les plus-values. Donc tout cela, on l'a fait avec un équilibre global. 200 milliards d'euros par an à terme, dans les 10 ans qui viennent, de dépenses publiques en moins. La suppression des normes, des organismes générerait 50 milliards de recettes en plus. Donc, nous avons une marge nouvelle de 250 milliards d'euros. Ces 250 milliards d'euros, 100 milliards, nous les fléchons vers la baisse des déficits, parce que les déficits nourrissent la dette et donc les impôts. Et les 150 milliards autres, nous les fléchons sur la baisse des prélèvements obligatoires et sur la hausse des salaires. Par exemple, comment on en fait augmenter les salaires? On enlève les 95 milliards d'euros de CSG sur les salaires. Ça permet d'augmenter le salaire net de 10%, c'est-à-dire l'équivalent d'un 13e mois. Nous baissons les impôts de production d'environ 20 milliards d'euros. Nous supprimons une partie des impôts de transmission, comme l'impôt sur la mort, cet impôt d'une injustice totale qui frappe les successions. Voilà un plan extrêmement cohérent. Tout est précis, tout est documenté. On a une belle équipe de bons parlementaires qui ont travaillé, des experts. Moi, j'ai eu l'honneur d'avoir quelque part premier forum des libertés. Il a été ouvert par Jacques de la Rosière, qui est une grande voix, l'ancien patron du FMI, de la Banque de France, qui a écrit un livre remarquable sur la baisse des dépenses publiques. Le second forum, il y avait Pierre Gattaz, l'ancien président du MEDEF, il y avait le président de la CPME, des petites entreprises. Le dernier, il y avait Jean-Pascal Beaufret, il y avait des spécialistes de l'épargne retraite. Donc, vous voyez, on attire à nous des gens qui ne pensent pas forcément comme nous, mais parce que nous sommes crédibles, parce que nous portons cette voix, parce que nous sommes aussi, et nous voulons l'être, le parti, la formation politique des idées neuves et des idées courageuses. C'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, Jordan Bardella, par exemple, il a du succès de plus en plus auprès, par exemple, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Vous dites dans votre livre, d'ailleurs, l'avoir vu très tôt, l'avoir repéré très tôt en tant que militant, et vous vous êtes dit qu'il aurait de l'avenir. Est-ce que finalement, vous pensez que la France, elle a quand même un avenir justement à aller vers le libéralisme, à l'encontre de ce qu'on raconte aujourd'hui? Le libéralisme a souvent été caricaturé. Moi, je ne suis pas un ultra-libéral qui veut supprimer l'État. On a besoin d'un État fort et on a trop souvent affaibli l'État dans ses missions essentielles. Pour moi, l'État, c'est 4 missions. C'est la sécurité, c'est la défense nationale, nos armées, c'est la justice et c'est la diplomatie. Ces 4 missions, on ne peut pas les déléguer, les transférer au privé. Elles relèvent de la puissance publique. Elles relèvent d'une politique publique collective. Tout le reste peut être fait, et souvent fait de façon beaucoup plus positive, par le privé. Regardons ce qui se fait en matière d'éducation. Quel est le système aujourd'hui le plus performant? Regardons ce qui se fait en matière de santé. Quel est le système le plus performant? Mais on a besoin d'un État régalien. Et cet État, on l'a considérablement affaibli. Dans les années 60, quand le général de Gaulle était président de la République, on consacrait à ces 4 missions régaliennes, sécurité, justice, défense, diplomatie, 6,5% de notre richesse nationale. Ce chiffre a été divisé par 2 en 50 ans. Donc on y consacre 2 fois moins. Alors que les problématiques, elles sont 2 fois plus fortes. En matière de défense, de risques géopolitiques, de terrorisme, de menaces extérieures, et surtout en matière de violence dans nos territoires, dans nos quartiers, dans nos zones de non-droit. On s'est démuni alors qu'il aurait fallu se muscler. Donc on a besoin de réarmer l'État. Mais en même temps, l'État social a été multiplié dans sa dimension par 3. On est passé de 11% de la richesse nationale dans les années 60
à 33, 34 aujourd'hui. Donc on a cet État redistributeur, cet État social qui est devenu obèse. Et comment on finance ce modèle social ? Eh bien, on le finance par les prélèvements obligatoires et par l'impôt. Donc, on est le pays au monde où on paye le plus d'impôts, où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés. Et ces prélèvements obligatoires, ils pèsent sur quoi et sur qui ? Ils pèsent sur ceux qui travaillent, puisqu'on finance ce modèle social essentiellement sur le travail. Donc, on a des coûts salariaux pour les entreprises et pour l'État très élevés, beaucoup plus élevés que la moyenne européenne. Et en revanche, on a des salaires nets, la dernière ligne du bulletin de paie, qui sont beaucoup plus faibles que la moyenne. Et c'est là où ça ne va pas. Et parallèlement, on a donc des salaires trop faibles. On a un problème de salaire en France. Et l'UDR veut être le parti de la feuille de paie. Et deuxième problème, on a des entreprises dans un monde ouvert, qu'on a trop ouvert d'ailleurs, mais qui sont pénalisées par ces impôts et ces charges. Et donc, parce que ces impôts et ces charges sont trop lourds, se sont délocalisés par défaut de compétitivité. Donc on a un problème de pouvoir d'achat pour les salariés, on a un problème de compétitivité pour les entreprises, du fait de la dérive de ce modèle, du fait qu'il est devenu ingouvernable, infinançable. Et c'est tout cela qu'il faut réformer tant qu'il en est encore temps. Et c'est ce que porte, et c'est ce que je co-signe aussi dans cet ouvrage, que je propose en tout cas, comme réforme structurante pour redresser le pays. Je vais vous challenger un petit peu sur une question que je me suis posée en lisant ce livre. Vous savez, on parle beaucoup de bataille culturelle, et c'est intéressant parce que vous parlez beaucoup de régalien. Mais finalement, la droite, pendant longtemps, elle a regardé aussi de manière un peu péremptoire. Vous savez, certains ministères, comme par exemple la culture, par exemple même au niveau des universités, on peut penser à certains espaces de notre pays où finalement, elle n'a pas voulu assez s'investir. Et on a eu aussi une domination aujourd'hui, même dans la justice, finalement, de la gauche, dans certains secteurs clés. Et vous pourrez rajouter l'éducation. Et l'éducation, voilà, dans certains secteurs clés, qui finalement ont créé aussi ces conditions de la droite complexée. Parce qu'on n'a pas investi ces sujets. Et j'allais convoquer le mot que vous venez d'utiliser, la droite a été complexée. Voilà. Elle n'a pas eu la fierté d'être de droite. Moi, ma démarche, elle vise à réhabiliter ce qu'est la droite. C'est nous qui avons raison. C'est nous qui portons les valeurs les plus protectrices, les plus émancipatrices, les plus grandes pour le pays. C'est nous qui voulons la nation la plus forte. La gauche est une illusion. Partout, les idées de gauche ont prospéré et elles ont conduit finalement à de la désespérance sociale. Elles n'ont pas libéré, elles n'ont pas émancipé, elles ont fragilisé les citoyens des pays qui ont basculé à gauche et naturellement à l'extrême gauche avec tout ce que le communisme a apporté de tragédie partout où il est passé dans le monde. Donc, moi, je crois en la domination, en la force du modèle et des valeurs de droite. Mais pourtant, on s'est laissé complexer, on s'est laissé dominer par des pseudo-intellectuels qui ont eu tort sur tout. Hein. Il y a le vieil adage, mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Ce qui fait la force aujourd'hui, finalement, de ce qu'on appelle la droite nationale, même si le Rassemblement national s'évoque toujours pas tout le temps d'être de droite, finalement, le consensus en France, il est quand même sur la question de l'immigration. C'est-à-dire que c'est une question qui fait un vrai consensus en France. Autour de 70% des Français sont pour au moins limiter la question migratoire. Comment on explique aujourd'hui qu'en France, on ait un tel consensus et en même temps que ce soit la question la plus diabolisée de notre pays ? C'est toujours cette forme de domination intellectuelle de la gauche et de ses relais médiatiques qui ont posé un interdit pour apporter les réponses utiles, pertinentes, courageuses, audacieuses, qui cassent les codes en matière d'immigration. Vous avez raison de le souligner. Les Français, dans leur immense majorité, ils veulent moins d'immigration. Et qu'est-ce qui se produit ? On en a toujours plus. 530 000 quasiment entrées légales, hein, je ne parle pas d'immigration irrégulière, en 2024 dans notre pays. C'est ahurissant. C'est ahurissant, c'est insupportable. Et là, il n'y a qu'une réponse. Pour mettre un terme à cette immigration de masse, c'est le référendum. On n'a jamais voulu interroger les Français, leur donner la parole en la matière. Moi, je crois
cassera ce politiquement correct, cette chape de plomb de l'impuissance, que si on consulte les Français sur le droit du sang, sur le regroupement familial, sur les dérives du droit d'asile. Il faut demander ce que veulent les Français. Est-ce qu'on peut continuer à donner l'asile à tous les citoyens du monde qui, sous n'importe quel prétexte, arrivent en France, disent oh, « je suis demandeur d'asile », ils bénéficient d'une allocation, ils bénéficient d'un logement et ils vont s'installer à vie dans notre pays. Alors qu'ils viennent souvent de pays qui ne connaissent pas la guerre. Donc on est d'une extraordinaire naïveté. Comment peut-on accueillir dans les chiffres de l'immigration ? On nous dit on a besoin d'une immigration de travail. Moi, je ne suis pas pour l'immigration zéro. Un pays doit pouvoir échanger. Mais quand dans les flux migratoires, j'évoquais ces 530 000 entrées légales, il y en a à peine, peut-être même pas, 10% qui viennent travailler. Donc ça veut dire que 90% relèvent d'une charge et ne payent rien dans le pays. Pas de cotisation. Donc c'est ça la difficulté, c'est ça le déséquilibre. Eh bien, la réponse, elle est dans des propositions fortes, audacieuses, on y a travaillé, j'y ai travaillé depuis des années. Elle passe par une réforme constitutionnelle, elle doit imposer le fait qu'on choisisse qui on accueille, qu'on limite leur nombre, et tout cela doit être décidé par un référendum. Vous savez, Éric Ciotti, pour terminer cet entretien, nous, on est allé sur beaucoup de filières migratoires, beaucoup de routes migratoires. On a rencontré un passeur qui nous a dit « ça ne s'arrêtera jamais ». Ma question, c'est par rapport à des passeurs qui peuvent dire ces propos-là et des personnes, issues notamment du continent africain, qui veulent venir en France, est-ce que nous sommes assez armés psychologiquement? Est-ce que avons-nous assez de férocité même pour pouvoir traiter de ces questions-là aujourd'hui en France? Bien sûr qu'il y a des flux géopolitiques qui font que les flux migratoires ont tendance structurellement à s'accroître. Mais regardons quand même, il y a des pays qui sont des destinations privilégiées. L'Europe du Nord a fermé ses frontières. Je suis allé en Suède, au Danemark. Il y a des politiques migratoires beaucoup plus restrictrices, notamment de gouvernements de gauche. Nous, on est le maître étalon de la naïveté, du fait d'un modèle social d'une extraordinaire générosité. On verse des allocations aux demandeurs d'asile, on leur donne des logements, on donne dès les premiers jours d'arrivée des allocations familiales, des allocations logement, sans qu'il y ait le moindre euro de contribution pour le pays. C'est d'une naïveté insigne, c'est pas possible, c'est plus possible. C'est plus possible que ceux qui travaillent paient pour ceux qui ne travaillent pas et qui viennent de l'étranger. Comme ce n'est plus possible aussi que ceux qui commettent un délit dans notre pays ne soient pas expulsés immédiatement. Pour moi, quand on arrive dans un pays qui vous accueille, il y a une forme de contrat que l'on passe avec ce pays, des papiers, mais contre le respect au moins de nos lois, de nos coutumes. Je souhaite que les personnes qui arrivent ne viennent pas avec la volonté d'imposer au pays d'accueil leur culture, leur mode de vie originaux. Nous, en France, vivons comme les Français, selon l'adage « à Rome, tu vis comme les Romains ». Premier point. Deuxième point, quand on arrive dans un pays qui vous accueille, on respecte ses lois. Et si on viole ces lois, on n'a plus rien à faire dans ce pays. Le contrat, il est cassé. Et la réponse, notamment pour un délinquant étranger, et on sait que la délinquance étrangère est la source première de la délinquance, de la violence, de la criminalité dans notre pays. Celui qui commet un délit, a fortiori un crime, la réponse, elle doit être d'une logique évidente. C'est la prison et l'avion. Moi, je pense que la politique, c'est du bon sens. On n'a pas à accueillir des délinquants étrangers. Quand on accueille une personne, soit elle s'intègre, elle s'assimile, je préfère, au moule républicain, soit elle le rejette, et là, eh bien, cette personne n'a aucune place sur le territoire national. Merci beaucoup, Éric Ciotti, d'être venu dans ce fauteuil rouge. On était vraiment ravis de vous recevoir. Je rappelle, vous avez ce livre « Je ne regrette rien »,
L'heure est venue de dire pourquoi, disponible aux éditions Fayard. On le recommande parce que une grande partie de notre rédaction l'a lu, on se l'est donné entre nous pour vous dire. Et vraiment, c'est plein d'anecdotes, on traverse les époques, on voit des portraits, on voit les déceptions, les complexes de la droite. Et je pense que tous les militants de droite qui effectivement se sont posés cette question, pourquoi on n'a pas eu d'alliance, pourquoi est-ce que la droite n'a pas fait des politiques de droite, mais en fait, on a des réponses de l'intérieur, par votre regard et comment ça s'est passé. Et ça intéressera, je pense, tous nos abonnés, toutes les personnes qui nous suivent en direct sur YouTube. Merci beaucoup et très bonne lecture. Merci à vous.